Bonjour à tous et bienvenue au Winky's Dinner, une chaîne qui sera consacrée à l'analyse et critique de films et de séries télé. Et pour inaugurer, j'ai voulu m'attarder sur l'un des aspects de l'une des plus grosses sagas du cinéma, Harry Potter et sa photographie. Il y a deux choses entre autres qui me passionnent dans le cinéma, le montage et la photographie. Ici, on s'attardera sur cette dernière et plus particulièrement sur celle d'Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors tout d'abord, il serait bon de rappeler ce qu'on entend par photographie dans un film. Eh bien, c'est très simple. C'est géré sur le tournage par ce qu'on appelle un chef opérateur ou directeur photo, et c'est lui qui, en collaboration avec le réalisateur bien sûr, va se charger de l'éclairage, des couleurs, de la composition d'un plan ou du cadrage. C'est donc lui qui sert à habiller un film, qui se charge de l'esthétique et donc de le rendre beau ou moche si c'est volontaire. Et si vous ne voyez rien de ce qui se passe dans l'image, c'est vers lui qu'il faut pointer du doigt. En ce qui concerne Harry Potter, sur 8 films, on a revu défiler 4 réalisateurs et 6 chefs opérateurs. Mais celui qui va nous intéresser à l'œuvre sur le 6e opus est un Français nommé Bruno Delbonnel. Vous ne connaissez ni son visage ni son nom, pourtant vous connaissez ses films, car Bruno Delbonnel, c'est ça, et donc ça. Avec le temps, il a acquis une certaine notoriété dans le métier et s'est illustré à plusieurs reprises aux côtés de réalisateurs comme Jean-Pierre Jeunet donc, mais aussi Tim Burton et les frères Cohen. Il a donc une carrière pas dégueulasse, il faut le dire, et son travail méritait d'être salué. Sur Harry Potter, il va vraiment livrer un travail très intéressant. Le film entier est plongé dans une teinte de gris, comme s'il y avait un brouillard constant qui ne semble jamais vouloir partir. Dès les premières minutes, le film réussit l'exploit d'imposer une menace sur Londres rien qu'avec des nuages, alors que bon, un temps gris à Londres c'est quand même monnaie courante. Mais c'est surtout qu'on arrive à instaurer l'éruption du surnaturel dans une ambiance qui semblerait toute naturelle pour les Londoniens. Au passage, on peut souligner un excellent point de vue à la première personne qui permet en plus de montrer que les moldus et les sorciers sont dans deux mondes vivant vraiment l'un à côté de l'autre dans un seul et même plan. Le prince de sang mêlé, c'est une aura surnaturelle sur ces 2h30 de film. Alors vous me direz, c'est quand même la moindre des choses sur une saga qui parle de sorciers contre les forces du mal. Sauf que dans cet opus, le surnaturel est plus ressenti que montré. Que ce soit des scènes d'intérieur ou d'extérieur, l'éclairage dans le prince de sang mêlé semble irréel, voire même artificiel diront certains, sauf qu'on pourrait le prendre comme une critique. Mais elle est justement travaillée par Bruno Delbonnel pour paraître comme ça. L'éclairage de la plupart des scènes se contente d'être minimaliste, usant souvent des mêmes teintes. Mais pour les scènes vraiment obscures, c'est encore plus difficile à travailler, car par définition, le chef opérateur a un éclairage restreint, et doit donc compter sur n'importe quelle source de lumière qui proviendrait de l'intérieur ou de l'extérieur du cadre. La scène d'attaque des mange-morts à la maison des Weasley par exemple. En temps normal, on ne devrait absolument rien voir, notre œil devrait être perdu dans ce champ de blé, pourtant, on comprend bien où nous sommes et qui est à l'écran, grâce notamment au fait que Ginny saute en peignoir blanc, ce qui la distingue bien du reste sans que ce soit trop voyant. Mais elle est également vulnérable dans un environnement où la menace peut venir de n'importe où. Niveau composition du plan, c'est donc très bien travaillé, car dans le cadre, tout ce que nous avons, c'est une nuit noire qui occupe toute sa hauteur et un champ de blé dans le reste du cadre. Et dans les deux cas, c'est un espace indéfini, sans limite, on ne sait pas où il s'arrête à l'extérieur du cadre. Harry et Ginny sont notre seul point de repère dans cette séquence ô combien obscure où eux-mêmes sont coincés dans cet espace. Même quand l'espace est montré en plan large, nous sommes toujours dans un ton triste. Le feu permet naturellement de dégager une source de lumière, mais en même temps, les Weasley voient leur maison brûler, donc même cette lueur au milieu de cette nuit noire est synonyme de perte et de chagrin. Dans un tout autre registre, lorsqu'on émerge dans les souvenirs de Tom Jedusor, alias Voldemort, les couleurs ô combien saturées ne vous auront bien sûr pas échappé. Alors qu'on soit bien clair, pour arriver à un résultat comme ça sur un film, il suffit pas juste de choisir un filtre comme on le ferait sur son smartphone. Déjà, la couleur du vert qui est dominante dans la scène n'est bien sûr pas choisie au hasard. Dans l'univers d'Harry Potter, c'est une couleur associée au mal, que ce soit la couleur de l'emblème de Serpentard ou la couleur du sort mortel Avada Kedavra. Mais si Bruno Delbonnel veut lui donner quelque chose d'aussi irréel, c'est simplement parce qu'on se trouve dans un souvenir et non dans un flashback. Un flashback, ce serait une scène qui serait racontée par un personnage pour nous donner un point de vue unique. Là, nous plongeons littéralement dans le souvenir de quelqu'un. Autrement dit, quelque chose qui a pu se dégrader avec le temps, voire qui n'est plus très clair. Le décor est volontairement flou, car un souvenir prendrait du temps à faire le point, ou aurait même du mal à le visualiser complètement.
Même les silhouettes des personnages sont floutées lorsqu'elles ne sont pas centrées et qu'on change de point de vue, mais on comprend ce qu'on doit voir dans ce souvenir. Le flou n'est pas là pour nous perdre, mais au contraire pour nous focaliser. Même lorsqu'il fait jour, on n'a pas l'impression qu'il fasse jour. Au village de Préolard par exemple, le groupe semble évoluer dans un décor vide, on ne distingue rien, ce qui n'était pas le cas dans les autres films. Par contre, qu'on soit bien clair, je ne veux pas mettre en compétition chaque chef opérateur de la saga. Chacun a apporté sa touche en accord avec le ton de son film. Celui du Prince de Sang Mêlé est juste celui où le ton anxiogène est peut-être le plus percutant à l'œil nu. Personne ne peut reprocher au film précédent d'être plus coloré et plus clair. Au fond, ça permet aussi de varier les ambiances au sein de la saga. En plus, l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé ont été réalisés par la même personne, David Yates ici à gauche, mais ils ont eu un chef opérateur différent. Donc mis côte à côte, c'est bien là où on voit l'influence et l'importance d'un chef opérateur sur un film. La photographie du Prince de Sang Mêlé est même poussée à un point que certains plans ressembleraient presque à des tableaux, comme celui-là très beau par exemple, ou encore celui-ci. En plein jour, nous aurions un point de chute. Or ici, l'horizon est obscur et indiscernable, et le fait que les maisons se ressemblent toutes donne encore plus un sentiment d'enfermement. La dominance du gris pourrait nous faire croire que le film est carrément en noir et blanc. Comme là par exemple, on sait tous que Malfoy est blondinet, pourtant l'illusion est quasi parfaite. L'absence de couleur pose aussi un challenge, car il est très dur de superposer couleur sombre sur couleur sombre, et évidemment, on en arrive au moment culminant du film, la scène clé à ne surtout pas rater, la mort de Dumbledore. La seule source de lumière nous vient de la lune, qui elle-même est cachée derrière ce temps très londonien, et pourtant, c'est grâce à ça que cette scène sombre est parfaitement lisible. Rien que ce plan, rendre parfaitement clair le visage de Dumbledore, vu que la lumière provient de derrière lui, c'est déjà un travail hargneux, mais il est indispensable, car dans ce moment crucial, c'est toute la performance de l'interprète de Dumbledore auquel on doit rendre justice, et le laisser dans l'ombre aurait été inapproprié. Même dans les moments plus légers, Bruno Delbonnel conserve le film dans une teinte filtrée où le flou semble toujours entourer les personnages, car il tient à conserver un même ton pour nous dire que même dans les moments heureux, la menace est toujours présente. Bref, Bruno Delbonnel a vraiment fait un travail ingénieux sur la photographie de cet opus, qui en plus est dans la continuité de ses précédents films. Même pour ces œuvres se passant dans notre réalité, il est très facile de deviner qu'on a affaire au même chef opérateur, comme si ces films au fond se déroulaient dans le même univers. Et cerise sur le gâteau, Le Prince de Sang Mêlé est le seul film de toute la saga à avoir justement décroché une nomination à l'Oscar de la meilleure photographie, en compétition avec Le Ruban Blanc, Avatar, Des Mineurs et Inglourious Basterds. Certes, il n'aura pas eu la statuette, c'est Avatar qui décrochera la récompense cette année-là, et honnêtement, on ne peut pas trop non plus lui en vouloir. Mais Harry Potter, ce n'est pas un cas isolé pour Bruno Delbonnel. Au total, il aura eu 5 nominations aux Oscars pour son travail. Pour Amélie Poulain, pour Un long dimanche de fiançailles, pour Inside Llewyn Davis, et pour Les Heures sombres. Après, que les fans d'Harry Potter se rassurent, la saga aura eu d'autres nominations qui ont souvent été communes au fil des années, que ce soit la musique de John Williams nommée à 2 reprises, les meilleurs décors pour l'école des sorciers, la coupe de feu, les reliques de la mort partie 1 et 2, ou encore les meilleurs effets visuels pour Le Prisonnier d'Azkaban, ainsi que pour les 2 derniers opus riches en sortilèges. Bref, pour conclure, je tiens aussi à relativiser, car Le Prince de Sang Mêlé n'est même pas le volet de la saga que je préfère, mais il est pour moi sans contexte le plus beau à regarder. Et c'est toute la magie d'un chef opérateur comme Bruno Delbonnel, jouer sur les lumières et les couleurs pour donner de l'ambiance à un film, même quand il s'agit d'un film où l'on passera les 3/4 du temps dans la pénombre. Et c'est aussi une des signatures d'Harry Potter, bien que la saga pèse quand même près de 7,8 milliards de dollars, elle a toujours accordé une place et une liberté à des artistes. Elle n'a pas recherché à faire pareil de film en film, au contraire, chaque année à Poudlard a été l'occasion de redécouvrir un univers, et parfois, la magie n'était pas forcément là où on l'attendait.